pendant l'enfance, Émilie Brisavoine et Anne Avion seront nos invités. Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h du TU, sur RFI. À l'écoute de RFI, 18h30 à Bamako, 19h30 ici à Paris. Afrique-Soir sur RFI. Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité africaine. La première édition d'Afrique Soir de ce lundi, elle vous est présentée par Arthur Ponchelet. Bonsoir Arthur. Bonsoir Romain et bonsoir à vous qui nous écoutez. À la une ce soir, ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres. Les mots de Brice Clotaire Oligui Nguema tout à l'heure. Le chef de la transition gabonaise se lance dans la course à la présidentielle. Il a annoncé sa candidature tout à l'heure sous la pluie battante de Libreville. Yves-Laurent Goma nous attend pour en parler. Le numéro 2 des FDLR et au moins un autre membre des forces démocratiques de libération du Rwanda, remis par l'AFC M23 à son parrain rwandais. Il aurait été arrêté fin janvier lors de la prise de Goma par le groupe armé. Il doit atterrir ce soir à Bissau. Umaro Sissoko Embalo, bientôt de retour de sa tournée européenne. Mais vous l'entendrez, le président de la Guinée-Bissau revient sur fond de graves crises politiques. Au sommaire également, on est en Tunisie où le procès de 40 personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État doit s'ouvrir demain. En Éthiopie, où nous emmène notre dossier ce soir consacré à la crise au sein du Front de libération du peuple du Tigré. Et puis de la musique, Kezoum de la programmation musicale de RFI nous fait découvrir la scène musicale zambienne. Et vous l'entendrez, elle a de beaux jours devant elle. C'était il y a un peu moins de 2 heures. Au Gabon, le chef de la transition, le général Oligui Nguema, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. C'était lors d'un discours prononcé devant ses partisans à Libreville. Avec et après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat. Depuis de ma volonté de poursuivre les audacieuses réformes engagées sur toute l'étendue du territoire national depuis 18 mois, de construire avec vous un pays plus résilient, plus moderne, digne d'envie et plus en phase avec les aspirations des Gabonais et des Gabonaises. Pour la part qui me revient, je suis prêt à présider aux destinées de notre pays. Que le Seigneur nous accorde la sagesse et éloigne de notre chère nation les astres de la division, pour que soit enfin notre essor vers la félicité. Vive la 5e République! Cette déclaration de candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, on en parle avec vous, Yves-Laurent Goma, bonsoir. Bonsoir Simon. À Libreville, pour RFI, vous avez suivi ce discours qui s'est tenu sous une pluie battante. Ah oui, le crâne rasé, costume, cravate, le général Oligui Nguema, accompagné de son épouse Zita, est monté sur le podium sous la pluie, vous l'avez dit, sans aucune protection. Avec force et détail, il a énuméré ses actions à la tête du pays depuis son coup d'État du 30 août 2023. Et je suis un bâtisseur, a-t-il clamé, avant de dire à la foule rassemblée dans le gigantesque chantier de construction d'un complexe des conférences internationales qu'il est candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Selon le code électoral, le général Oligui Nguema doit se mettre en disponibilité de l'armée. Il brigue un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Si son annonce a été ovationnée par ses supporters, ses adversaires politiques lui contestent le droit de se présenter à cette élection, car dans son discours d'investiture du 4 septembre 2023, Oligui Nguema avait promis rendre le pouvoir aux civils après des élections libres, transparentes et crédibles. Yves-Laurent Goma en direct de Libreville pour RFI. Elle avait été annoncée par un ministre ougandais, mais finalement démentie. La rencontre entre Paul Kagame et le chef des forces armées ougandaises n'a jamais eu lieu. C'est ce que dit un porte-parole de Muhoozi Kainerugaba, information confirmée par une source gouvernementale côté rwandais. La semaine dernière, celui qui est aussi le fils du président ougandais avait déclaré qu'il allait signer un pacte de défense entre l'Ouganda et le Rwanda. Mais depuis, aucune
confirmation officielle n'a été apportée. L'actualité dans l'est de la RDC et cette polémique 2 jours après la remise au Rwanda par l'AFC M23 de 14 personnes. Elles sont présentées comme des membres des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé créé par d'anciens responsables hutus du génocide des Tutsis. Ils sont réfugiés en RDC depuis 1994. Pour l'heure, aucune preuve qu'ils appartiennent effectivement à ce mouvement, mais Ezra Dikoumana, l'identité de 2 de ces hommes ne fait aucun doute. Il s'agit bien de 2 figures du mouvement rebelle. Il y a d'abord le commandant Gilbert Dayambadje, le moins gradé des 2. Arrêté par les autorités congolaises en 2018, il avait été condamné le 25 septembre de cette année-là à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de la garnison de Bukavu pour meurtre, actes de torture, pillage et incendie, comme le reconnaît le porte-parole de FARDC. Mais le général Sylvain Ekenge assure qu'il avait ensuite remis au Rwanda, qu'il utilise depuis pour justifier ses interventions infondées en RDC, d'après lui. Mais il y a surtout le général Ezekiel Gakwerere, considéré comme le numéro 2 des FDLR et bras droit de leur chef militaire, le général pacifique Naunguka alias Omega. Son identité a été confirmée par le porte-parole de ce groupe armé à la BBC ce matin. Il aurait été arrêté avec d'autres FDLR fin janvier à Goma par la FCM23 lors de la prise de cette ville où ils combattaient et nous ont opposé une résistance selon des sources dans ce mouvement. Le porte-parole de FARDC parle lui d'une supercherie et assure que c'était un agent du président rwandais. Côté Kigali, on se réjouit d'une prise d'importance qui vient confirmer leurs accusations sur une collaboration entre Kinshasa et le FDLR. Officiellement, Kinshasa affirme combattre les FDLR, même si les rapports de l'ONU confirment la collaboration de certaines unités de FARDC avec ce mouvement sur certains théâtres de combat. Ezra Dikoumana, son arrivée est très attendue. Umaro Sissoko Embalo doit atterrir en Guinée-Bissau ce soir. Le président est de retour d'une tournée européenne, retour dans un climat électrique. Une délégation de la CEDEAO a fait ses valises en vitesse samedi matin après une menace d'expulsion. La délégation était envoyée pour apaiser le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition autour de la fin du mandat présidentiel. Mais Christina Okello, les positions étaient tout simplement irréconciliables. Venu pour une simple mission d'observation, la CEDEAO aurait, selon des sources proches d'Umaro Sissoko Embalo, dépassé son mandat en dialoguant avec l'opposition, notamment les coalitions Païter Aranka et Aki Kabasi Garandi. À part le trop-pot de chef de l'État, sous de menaces d'expulsion, la délégation a préféré quitter Bissau à l'aube samedi matin. Le chef de la mission a confirmé ce départ précipité dans un communiqué sans plus de précision. La réaction du président Embalo surprend, car lundi dernier, il avait pourtant reçu le médiateur avant de s'envoler pour sa tournée européenne. Dernière étape, Paris ce matin, où il a rencontré le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Aucune information sur leur échange, mais la diaspora bissau-guinéenne réclame le retrait de la médaille d'honneur décernée à Umaro Sissoko Embalo. Sur son bras de fer avec le CEDEAO, le point de rupture semble être l'alignement du bloc régional avec certaines revendications de l'opposition, notamment le rétablissement de l'Assemblée nationale dissoute par Embalo d'ici le 31 mars et l'organisation des élections en juin. Un calendrier bien différent de la date du 30 novembre fixée par le président. Une déclaration finale de la CEDEAO est attendue prochainement, notamment sous sa feuille de route pour les législatives et la présidentielle. Christina Okello à l'écoute de RFI. Il est 18h38 en temps universel. L'affaire est devenue un symbole de la répression exercée par les autorités tunisiennes. Un procès très attendu doit s'ouvrir demain à Tunis, celui de 40 personnes, dont des figures politiques arrêtées il y a 2 ans pour complot contre la sûreté de l'État, tentative de renversement du gouvernement et collusion avec des forces étrangères. À la veille de l'ouverture, plusieurs ONG tunisiennes de défense des droits de l'homme se sont réunies aujourd'hui à Paris. Amnesty International était aussi de la partie. Écoutez sa présidente Anne-Sadine Barras. C'est important pour nous d'être là, d'abord pour remettre aussi ce procès dans le contexte actuel de la Tunisie. Donc on assiste à une régression extrêmement importante du respect des droits humains depuis plusieurs années. Nous assistons aussi à une volonté vraiment affichée de rendre la justice dépendante du pouvoir exécutif. On assiste à des procès qui sont absolument inéquitables, à des arrestations, à des détentions que l'on peut qualifier d'arbitraires. Donc pour nous c'est important de dire voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mettons en lumière ce qui est en train de se passer en Tunisie à l'occasion de ce
procès incroyable en fait quand on entend effectivement tout ce qui a pu être dit par les avocats, tout le non-sens en fait de ce procès. Eh bien, c'est important de le remettre dans le contexte général de ce qui se passe en Tunisie, de dénoncer véritablement une régression du respect des droits humains à tous les niveaux. La présidente d'Amnesty International avec Ouda Ibrahim. Afrique Soir sur RFI.